Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de démarrer. Donc bonjour à tous, je suis Maëlys Puagnol, responsable communication, marketing et événementiel au sein de la société MES Technopole. Donc on est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour la matinale entrepreneuriale animée par Jean-Pierre Fragnat, ici présent, sur la thématique dirigeants et chefs d'entreprise, comment optimiser votre rémunération. Alors, avant de laisser la parole à Jean-Pierre, je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous nos événements, ainsi que les événements organisés par les clubs et réseaux, sur notre web application qui s'affiche à l'écran en scannant le QR code. Et les replays de toutes nos animations sur notre chaîne YouTube MyRéseau. Voilà pour moi, je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une très belle matinale en compagnie de Jean-Pierre. Et Jean-Pierre, je te laisse la parole. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons parler aujourd'hui de l'optimisation de la rémunération des dirigeants et chefs d'entreprise. Donc, nous allons tout d'abord commencer par aborder les objectifs de l'optimisation de la rémunération des dirigeants d'entreprise. Donc, une stratégie de rémunération efficace doit permettre aux dirigeants, d'une part, et ça semble évident, d'obtenir le revenu disponible le plus élevé, donc celui qu'il va effectivement percevoir dans l'immédiat, rémunération, dividende, compte tenu d'une part de son statut social, assimilé salarié ou travailleur non salarié, et du régime fiscal de l'entreprise, impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés. Donc, on va après détailler ces différentes notions, en fait. Alors, par ailleurs, l'objectif de l'optimisation de la rémunération de l'entreprise est aussi de permettre aux dirigeants de disposer de revenus potentiels de remplacement suffisants en cas de maladie, d'accident, d'incapacité de travail, grâce à une couverture prévoyance. Il ne serait pas judicieux d'occulter complètement la rémunération, parce que dans ce cas-là, le dirigeant se priverait d'une protection sociale immédiate et donc de tout revenu de remplacement en cas de maladie, d'accident, d'incapacité de travail temporaire ou définitive, ce qui serait dangereux non seulement pour lui, mais pour son entreprise. Et enfin, le troisième objectif de l'optimisation de la rémunération du dirigeant, c'est de lui permettre de disposer de ce qu'on appelle un revenu différé à la retraite, qui sera suffisant grâce à des cotisations retraite obligatoires ou facultatives qui pourront compléter les éventuels revenus de son patrimoine et qui lui permettront, dans le cas idéal, de maintenir son train de vie. Alors, on peut, en ce qui concerne ces deux derniers points, sur la prévoyance et la retraite, avoir différentes opinions. On peut effectivement avoir des doutes en ce qui concerne la future retraite, ce qui est particulièrement le cas, notamment dans les plus jeunes chefs d'entreprise, effectivement, se voient la perspective de la retraite très lointaine et pourraient avoir tendance à occulter ce point. Je dirais que dans l'incertitude, il vaut mieux effectivement être vigilant sur ce dernier point, l'idéal étant, comme nous allons le voir, d'obtenir ce que j'appelle le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire d'avoir à la fois un revenu immédiat le plus important possible et en même temps d'avoir des revenus de remplacement satisfaisants et d'avoir la perspective d'une retraite satisfaisante. Alors, dans le cas d'un dirigeant qui est dont la société est soumise à l'impôt sur les sociétés, donc SARL, SAS, lorsqu'il détient la totalité du capital, dans ce cas particulier, effectivement, il peut choisir de se verser la rémunération qui lui permet d'optimiser sa protection sociale et sa future retraite, tout en minimisant l'impôt sur les sociétés,
d'une part, l'impôt sur le revenu personnel d'autre part, ainsi que ses cotisations sociales et ses prélèvements sociaux. C'est effectivement le cas idéal. Nous allons voir un exemple qui se situe dans ce cadre-là. Alors, les dirigeants d'entreprise qui ne sont pas dans ce cadre-là ont aussi, nous le verrons à la fin, des possibilités d'optimisation, mais qui sont bien entendu moins intéressantes. Alors, une petite préalable, en fait, j'ai parlé du cas des dirigeants des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, parce que malheureusement, les dirigeants d'une entreprise individuelle ou d'une société soumise à l'impôt sur le revenu ne disposent pas de cette faculté d'optimiser leur rémunération, puisque d'une manière très automatique, leur bénéfice est soumis à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales. Alors, ce cas pourrait sembler à beaucoup d'entre vous marginal, puisque dès qu'on crée une entreprise, on se pose la question du choix de la structure juridique. Dans la plupart des cas, les artisans, commerçants choisissent effectivement une forme de société soumise à l'impôt sur les sociétés, SAS et SARL. Néanmoins, il existe encore de nombreuses entreprises individuelles et des sociétés soumises à l'impôt sur le revenu. À titre d'exemple, par exemple, un bon nombre de professions libérales qui peuvent avoir des revenus très élevés sont encore en entreprise individuelle. C'est un peu le paradoxe, parce que vous voyez des créateurs d'entreprises avec des très faibles revenus qui sont effectivement SAS et SARL, donc dans des structures à l'impôt sur les sociétés, et qui ont cette faculté d'optimiser. Et vous avez des professions libérales qui peuvent avoir des revenus très élevés, un exemple d'un médecin qui peut avoir 10 000, 15 000 euros de revenus par mois et qui, parfois, est encore en cabinet individuel. Donc, dans ce cas-là, effectivement, il a intérêt à créer une société pour pouvoir optimiser. Alors, nous allons comparer les deux statuts sociaux possibles pour des dirigeants d'entreprise. Le premier statut, c'est le dirigeant assimilé salarié, ce qui est le cas du président de SAS ou du gérant non majoritaire de SARL. Dans ce cas-là, les cotisations sociales sont proches de celles d'un salarié. C'est bien pour ça qu'on parle d'un dirigeant assimilé salarié. Avec cet inconvénient que les dirigeants de société n'ont pas droit aux abattements lorsque leur rémunération est faible, donc c'est un premier inconvénient. En moyenne, si on rapporte le coût total pour l'entreprise au salaire net avant impôt effectivement perçu, le montant total des cotisations sociales peut s'élever à 70%. Ce sera le cas dans l'exemple que nous allons examiner. Alors, bien entendu, c'est une moyenne, donc dans certains cas, et notamment dans le cas des rémunérations plus faibles, ce pourcentage peut être moins élevé. Alors, les dirigeants d'entreprise peuvent, à l'inverse, être dirigeants non salariés. C'est notamment le cas s'ils sont entrepreneurs individuels ou ils sont gérants majoritaires d'une SARL ou d'une URL, ou également gérants d'une société civile, dans le cas des professions libérales. Dans ce cas-là, les cotisations sociales sont en général plus faibles que dans le cas des dirigeants salariés. Par contre, elles peuvent vraiment varier, en fait. Alors, j'ai indiqué une fourchette de 30 à 40%, 45%, pardon. Cette fourchette est vraiment très importante parce que on a des situations très diverses. Par exemple, dans le cas des professions libérales, on a des cotisations, notamment des cotisations de retraite, qui sont par tranche et qui ne sont pas assises sur le montant des revenus, en fait. Alors, la différence entre les cotisations sociales des dirigeants salariés et celles des dirigeants non salariés, c'est que les cotisations sociales des dirigeants salariés ont plutôt tendance à augmenter jusqu'à un montant très élevé lorsque la rémunération augmente, alors que les cotisations sociales des dirigeants non salariés diminuent lorsque la rémunération augmente. Alors, dans le cas particulier des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, qui sont celles qui permettent le mieux d'optimiser, on a deux niveaux
de rémunération, enfin, je parle de rémunération entre guillemets, le chef d'entreprise a deux manières de percevoir le fruit de son travail de sa société, soit en se versant une rémunération, qui sera donc soumise aux cotisations sociales, soit en se versant des dividendes. Donc, la rémunération et les cotisations sociales sont déductibles, c'est-à-dire qu'elles font partie des charges pour le calcul de l'impôt sur les sociétés. Lorsque on a déduit cette rémunération, ces cotisations sociales et les autres charges de l'entreprise, on obtient un résultat avant impôt qui est soumis à l'impôt sur les sociétés, donc à un taux réduit très intéressant de 15% jusqu'à 30 120 €, de 26,5%. Alors ça diminue chaque année, en fait, c'était à 28%, c'est maintenant 26,5%, ce sera 25% en 2022, dans le cas où le chiffre d'affaires n'excède pas 10 millions d'euros. Donc, après avoir payé l'impôt sur les sociétés, le bénéfice peut être soit distribué sous forme de dividende, soit être mis en réserve. Et donc, le chef d'entreprise, enfin, notamment dans le cas particulier où il est le seul à décider, où il détient la totalité du capital, peut arbitrer entre rémunération et dividende. Alors, on commence après à être rentré dans des choses compliquées parce que les dividendes eux-mêmes peuvent être imposés de plusieurs manières. Alors, depuis 2018, il existe le prélèvement forfaitaire unique de 30%, qui correspond à 12,8%, c'est un montant forfaitaire d'impôt sur le revenu, et de 17,20% au titre des prélèvements sociaux. Donc, ce prélèvement forfaitaire unique de 30%, il est très intéressant dans la mesure où l'impôt sur le revenu ne dépasse pas 12,8% dans tous les cas, quel que soit le montant des dividendes versés. Alors, sur option, la deuxième partie du prélèvement forfaitaire unique, qui sont les prélèvements sociaux de 17,2, excusez-moi, les prélèvements sociaux sont 17,2 et donc c'est la deuxième partie du prélèvement forfaitaire unique dont le total fait bien 30%. Alors, les dividendes peuvent aussi être soumis à l'impôt sur le revenu au taux progressif, donc avec un abattement de 40%, ce qui effectivement était le cas auparavant, puisque lorsque vous étiez dans une tranche marginale de 30% par exemple, il y avait un abattement de 40%. Et donc, les 60% de 30% s'élevaient à 18%. Donc, on peut toujours opter pour l'abattement de 40% qui s'applique à la tranche la plus élevée de l'impôt sur le revenu. Mais comme nous l'avons vu, c'est très rarement intéressant puisque quand on est dans le cas d'un impôt dans la tranche la plus élevée à 30%, les 60% correspondent à 18%, donc sont supérieurs aux 12,8%. Donc, il n'y a que dans le cas où on est dans une tranche marginale, donc la tranche d'imposition la plus élevée, inférieure à 30%, qu'il est plus intéressant d'opter pour l'ancien système avec l'abattement. Donc, ça, c'est le cas lorsque les tranches, lorsque les revenus de chaque tranche d'imposition n'excède pas 25 000 €. Alors, autre facteur de complication, si je puis dire, dans le cas particulier des dirigeants non salariés. Donc, nous avons vu qu'il s'agissait principalement des gérants majoritaires de SARL ou de sociétés civiles qui auraient opté pour l'impôt sur les sociétés. Dans ce cas particulier, il y a une mesure qui a été prise il y a déjà très longtemps. Alors ça a commencé au départ pour les sociétés d'exercice libéral, parce que le constat avait été fait qu'un certain nombre de professionnels libéraux, notamment les professions médicales, transformaient leur cabinet individuel
en société d'exercice libéral percevaient moins de rémunération et plus de dividendes. Donc, il y avait le risque pour les organismes sociaux des médecins de perdre de la substance, en fait. Donc, il y a une mesure qui a été prise il y a assez longtemps, au départ pour les professions libérales et après pour l'ensemble des dirigeants non salariés, qui complique un peu les choses. C'est-à-dire que lorsque les dividendes excèdent, c'est assez compliqué, on va dire, pour résumer, 10% du capital et les sommes qui sont laissées en compte courant d'associés. Dans ce cas particulier, les 17,2% de prélèvements sociaux, donc la deuxième partie du prélèvement forfaitaire unique, est remplacée par des cotisations sociales obligatoires. Donc, les fameux 30 à 45% dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, a priori, ce système paraît désavantageux, puisqu'effectivement, si on compare 17,2%, qui est le montant des prélèvements sociaux pour les dividendes en général, à ces cotisations sociales dont je vous ai dit qu'elles étaient comprises entre 30 et 45%, ça paraît désavantageux. Par contre, il faut avoir deux notions en tête. La première notion, c'est que ces cotisations sociales peuvent être prises en charge par la société. C'est tout simplement, il suffit d'une délibération de l'associé unique ou de l'assemblée. C'est donc assimilé à un complément de rémunération. En tout cas, ça permet de réduire l'impôt sur les sociétés. Et donc, du coup, ça réduit le taux effectif puisqu'on économise de l'impôt sur les sociétés. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure dans l'exemple. Et par ailleurs, ces cotisations sociales sont productives de droits, alors notamment de droits à la retraite, mais également, ça améliore également la prévoyance, en fait. Et à la différence des prélèvements sociaux qui, eux, sont finalement un impôt, en fait, puisque les prélèvements sociaux de 17,2 ne donnent droit à aucune prestation sociale, directe en tout cas, dont bénéficie le dirigeant qui se les verse. À la différence des prélèvements sociaux, les cotisations sociales produisent des droits à retraite, d'une part, et par ailleurs, augmentent la prévoyance, notamment les indemnités qui sont dues en cas d'incapacité, en cas d'arrêt de travail, etc., et qui sont parfois proportionnelles à la rémunération. Alors, nous allons, pour illustrer et rendre peut-être plus concret ce que je viens de vous dire, prendre un cas pratique. Donc, on va prendre le cas de monsieur Gérard Mentor, qui est président d'une SAS, dont il est l'associé unique. Il perçoit, donc il est donc assimilé salarié, il perçoit une rémunération de 120 000 € brut. Donc, lorsqu'on enlève les cotisations sociales pour la part salariée, donc le montant net de sa rémunération est de 95 733 € avant impôt. Et par ailleurs, puisque sa société est florissante, il perçoit des dividendes bruts de 100 000 €. Et il a fait le choix de se verser la totalité du résultat avant impôt, qu'il aurait pu bien sûr moduler. Bon, il n'a pas besoin de conserver des sommes en réserve pour l'autofinancement du développement de sa société. Donc, il décide de se verser la totalité du résultat après impôt de 100 000 € sous forme de dividende. Alors, je précise, il est célibataire sans enfant et ne perçoit pas d'autres revenus parce que, bien entendu, pour réaliser l'optimisation de la rémunération, en fait, il faut tenir compte, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, de sa situation personnelle, au regard de l'impôt sur le revenu, des autres revenus de son foyer fiscal et du nombre de parts, et notamment de sa situation familiale, selon qu'il est célibataire, marié, qu'il a des enfants ou non. Alors, le raisonnement est le suivant. Vous retrouvez au milieu du tableau la rémunération brute de 120 000 €, les charges sociales salariales de 24 000 €,
et donc le salaire net de 95 000 euros. Donc, d'une part. D'autre part, tout en haut, voilà, la 4e ligne, vous avez les dividendes bruts de 100 000 euros, dont nous avons parlé tout à l'heure. Alors, le raisonnement est le suivant, c'est que pour fabriquer des dividendes bruts de 100 000 euros, pour que le chef d'entreprise puisse avoir des dividendes bruts de 100 000 euros, il faut qu'il ait effectivement un résultat après impôt de 100 000 euros. Dans le cas particulier, comme je vous l'ai indiqué, il a choisi de se verser la totalité de son résultat avant impôt. Donc, avant d'obtenir, ou pour obtenir plus exactement, un résultat après impôt, il a fallu acquitter l'impôt sur les sociétés. Donc, nous avions un résultat avant impôt de 130 000 euros. Il a fallu acquitter un impôt sur les sociétés de 30 000 euros et donc il a un résultat net, la société a un résultat après impôt de 100 000 euros et il peut donc se verser les 100 000 euros de rémunération, de dividende, pardon. En ce qui concerne sa rémunération, en revanche, nous avons vu que la rémunération brute au milieu du tableau est de 120 000 euros. Compte tenu des cotisations sociales salariales, il ne perçoit en réalité avant impôt que 95 000 euros, mais par ailleurs, la société a dû acquitter des cotisations, des charges sociales patronales pour un montant de 43 000 euros. Quand je vous disais tout à l'heure que les charges sociales cumulées, patronales et salariales, dans le cas d'un dirigeant assimilé salarié, étaient d'environ 70%, il s'agissait, comme je vous l'ai indiqué, du total des charges sociales salariales et patronales, puisqu'en fait, dans les deux cas, c'est la société qui les paye et il ne les perçoit pas. Donc, le total de 70% dont je vous parlais tout à l'heure se vérifie approximativement, en fait, dans ce cas-là, puisque c'est le total des 24 000 et des 43 000 rapporté au salaire net de 95 000 euros. Bien entendu, lorsqu'on est dans le cas d'un assimilé salarié, on parle de rémunération brute, en fait, mais pour faire la comparaison avec le statut de travailleur non salarié, il faut prendre en considération, d'une part, le net perçu par le chef d'entreprise avant impôt et le coût total pour l'entreprise. Donc, quand on additionne le coût total pour l'entreprise de ce salaire net de 95 000 euros, on ajoute donc les cotisations sociales patronales de 43 000, les cotisations sociales salariales de 24 000, on ajoute l'impôt sur les sociétés, et donc pour percevoir le total de 100 000 plus 95 000 de 195 000 euros, le coût total pour l'entreprise a été de 293 000 euros. Il s'agit effectivement, comme je vous l'ai indiqué, d'une entreprise florissante, puisque une jeune entreprise ne peut en général pas dégager en fait un montant de 293 000 euros pour à la fois payer au chef d'entreprise sa rémunération, pour acquitter ses cotisations sociales, l'impôt sur les sociétés et verser en surplus des dividendes bruts de 100 000 euros. Mais cet exemple va vous permettre de voir quel est le raisonnement de l'optimisation, en fait, et après, on pourra l'appliquer à d'autres cas très différents. Alors, pour obtenir le revenu immédiat, donc ce qu'il va percevoir immédiatement, on va dire dans les 12 mois qui suivent, puisqu'il y a un décalage entre la rémunération et les dividendes, là, le revenu immédiat, il est comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, il ne correspond pas au revenu différé, en fait, qui est une prestation retraite qui correspondra au montant qui sera perçu à la retraite, en fait, et il ne correspond pas non plus aux prestations sociales. Donc là, on ne parle que du revenu immédiat, en fait, mais bien entendu, la rémunération brute de 120 000 euros produit également des droits à la protection sociale, que ce soit en matière de prévoyance ou que ce soit en matière de future retraite. Alors, il y a également, nous avons pris en considération l'impôt sur le revenu, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fonction de la
du statut du chef d'entreprise, il va percevoir une rémunération, des dividendes. Là, dans ce cas particulier, il est dirigeant de SAS, donc lui va être soumis au prélèvement forfaitaire unique. Compte tenu de ses revenus et de sa tranche d'imposition, il est plus intéressant pour lui de bénéficier de l'impôt sur le revenu forfaitaire de 12,8 plutôt que de prendre son taux marginal moins 40%. En fait. Donc, il sera imposé à 12,8% d'impôt sur le revenu à proprement parler, auxquels vont s'ajouter les 17,2 de prélèvements sociaux, parce que lorsqu'on est dirigeant de SAS avec un statut d'assimilé salarié, on est soumis à ces prélèvements sociaux. Donc, il a droit donc au prélèvement forfaitaire unique de 30%, de sorte que lorsqu'il a acquitté son impôt sur le revenu, alors pour simplifier, j'ai pris comme hypothèse le fait qu'il n'avait pas d'autres revenus autres que les revenus qui provenaient de son entreprise, qui était célibataire, qui n'avait pas d'enfant. Donc, la totalité des 52 506 € d'impôt sur le revenu qui apparaît là correspond bien à l'impôt sur le revenu lié à sa rémunération, où là, il est soumis à l'impôt progressif, en fait, d'une part, et à l'impôt sur les dividendes, où là, il a acquitté un prélèvement forfaitaire unique de 30%. Alors, comme il trouve qu'il paye effectivement globalement beaucoup d'impôts, beaucoup de cotisations sociales, l'idée lui vient de réduire sa rémunération, parce qu'effectivement, il fait le calcul que il a un montant total de cotisation sociale de 70%, qui est très élevé, alors que sur les dividendes, d'une part, il va payer moins d'impôts sur le revenu, à proprement parler, puisque au lieu d'acquitter un impôt au taux progressif, qui dans son cas dépasse les 30%, en fait, et même probablement à 41%. Donc, il a plus intérêt, effectivement, à avoir des dividendes, puisqu'il paye moins d'impôt sur le revenu. Et il fait également le constat que les 17,2 de prélèvements sociaux sont bien plus faibles que les 70% de cotisations sociales qui sont appliquées à sa rémunération. Donc, son premier réflexe, c'est de se dire je vais réduire ma rémunération, je n'ai pas besoin de percevoir près de 8 000 € net par mois. Je préfère effectivement percevoir moins de rémunération. J'aurai droit du coup à des dividendes plus élevés et je vais faire des économies. Donc c'est un raisonnement, je dirais, qui a priori se tient en fait. Donc que se passe-t-il dans ce cas-là? Comme il va réduire sa rémunération, il va pouvoir se verser davantage de dividendes, comme nous allons le voir. Donc, le coût pour l'entreprise est toujours le même, puisque il se verse la totalité du résultat sous forme de dividendes, en fait. Alors, nous voyons donc que il a en partie raison, puisque son revenu immédiat va augmenter. Au lieu d'avoir 143 000 € de revenus après impôt sur le revenu, il va avoir 155 000 €. Donc, il gagne en fait 12 000 €, presque 1 000 €, enfin plus de 1 000 € par mois. Donc, c'est effectivement intéressant. Alors, par contre, quand nous allons dans le détail, nous voyons que, a priori, tout va bien. Le coût pour l'entreprise elle-même, lui-même va avoir plus de 1 000 € par mois dans sa poche, si je puis dire. Le coût de la rémunération pour l'entreprise baisse fortement, puisqu'effectivement, sa rémunération nette est passée de 95 000 à 20 000 €. Donc, les cotisations sociales, autant les cotisations sociales salariales que les cotisations sociales patronales diminuent fortement. En contrepartie, l'impôt sur les sociétés augmente, c'est tout à fait logique puisqu'on veut avoir plus de dividendes. Son impôt sur le revenu augmente, enfin, l'impôt sur le revenu d'activité augmente effectivement, passe de 52 000 à 58 000. Alors, par contre,
le tableau n'est pas si réjouissant, en fait, dans la mesure où le fait d'avoir réduit sa rémunération va réduire deux choses. Alors, ça va d'une part réduire, et ça c'est très fâcheux, ses droits en matière de prévoyance, c'est-à-dire qu'en matière de cotisation, il a réduit en réduisant sa rémunération les cotisations de prévoyance, donc il réduit ses prestations, ce que j'ai appelé tout à l'heure la rémunération potentielle, c'est-à-dire que si il a un arrêt de travail, s'il a une incapacité de travail temporaire ou définitive, le fait d'avoir réduit sa rémunération va réduire ses droits à la prévoyance. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail parce qu'effectivement, ce serait très long. Nous dépasserions, on va dire, le temps qui m'est imparti. Mais en tout cas, il ne faut pas négliger cet aspect. Alors, le risque existe notamment, je pense, pour les créateurs d'entreprises, en fait, qui ont droit alors, qui, eux, lorsqu'ils bénéficient en même temps du maintien de leur droit à l'assurance chômage ou aux prestations chômage, valident effectivement des droits retraite. Par contre, s'ils n'ont pas du tout de rémunération, ils ne cotisent pas en matière de prévoyance. Donc là, il y a quand même, on est dans ce cas-là dans un cas différent, il y a quand même, je pense, une vigilance à avoir d'une manière générale en matière d'optimisation de la rémunération, même si on est dans un cas différent de l'exemple que je vous cite. Je reviens par contre à la retraite, en fait, parce que le fait d'avoir réduit sa rémunération, d'avoir remplacé la majeure partie de sa rémunération par des dividendes, va faire chuter d'une manière que je vais qualifier de phénoménale ses droits à retraite, puisque si on fait une projection, alors bien sûr ce sont des hypothèses, j'ai pris l'hypothèse qu'il va percevoir jusqu'à sa date de retraite, jusqu'à ce qu'il ait droit à une pension de retraite, une rémunération et des dividendes équivalents et que les règles du jeu ne changeront pas. Bon, c'est une hypothèse, effectivement. Mais on voit du coup que la pension de retraite diminue fortement. Elle diminue presque de moitié, en fait. Et donc, quand on fait le bilan, on voit que si on capitalise, en fait, les économies, le capital qu'il va avoir, qui va correspondre aux économies qu'il aura réalisées jusqu'à sa retraite, donc de son âge, il aura droit à des droits de retraite en fait, dans 14 ans. Donc, s'il économise 12 000 euros par an, il aura en tout économisé 176 000. Effectivement, ça je ne l'ai pas chiffré puisque ça dépend de ses choix, il pourra s'ajouter effectivement sur ces économies des intérêts en fait. Néanmoins, cette somme majorée des intérêts risque d'être très insuffisante puisque, alors on prend de nouveau une hypothèse, il va perdre 14 000 euros par an de droits à retraite, donc en supposant qu'il vive après sa retraite pendant 10 ans, ce sont en tout cas les statistiques, l'espérance de vie, il aura perdu en tout 277 000 euros. Alors, effectivement, je dirais, on a pris des hypothèses là. Simplement, je veux juste attirer votre attention sur le fait que optimiser la rémunération en ne se préoccupant que du revenu immédiat après impôt, sans tenir compte des droits à prévoyance et sans tenir compte des droits à retraite, peut être extrêmement dangereux. Alors, lorsqu'on a dit ça, en fait, on peut se poser la question de savoir si on ne peut pas aller plus loin dans la recherche d'optimisation. Donc, si on ne peut pas avoir, j'ai dit tout à l'heure, le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire si on ne peut pas bénéficier à la fois d'une augmentation de la rémunération immédiate sans sacrifier les prestations sociales, donc les droits à prévoyance et les droits à retraite. Alors, pour ce faire, nous allons comparer la situation actuelle de Gérard Mentor avec la situation qu'il aurait
s'il transformait sa SAS unipersonnelle, SASU, en EURL, qui serait en fait l'équivalent de la SARL, mais tout en restant dans le cas particulier où il est seul associé, tout en optimisant le choix entre sa rémunération mensuelle et ses dividendes. Et donc, j'ai refait le même calcul, le même tableau comparatif. Dans la première colonne, vous retrouvez la situation d'origine. Et dans la deuxième colonne, là où tout à l'heure, on avait une deuxième situation qui était la situation, si vous vous souvenez, dans laquelle il était toujours en SAS, mais il avait réduit sa rémunération et augmenté ses dividendes. Et dans le cas précédent, il avait donc augmenté sa rémunération de 12 000 euros. Dans ce cas particulier, en laissant un coût total pour l'entreprise identique de 293 000 euros, mais en changeant son statut, donc on change à la fois le statut juridique de la société, puisqu'on passe en EURL, et automatiquement, du coup, on change son statut social, puisque au lieu d'être dirigeant assimilé salarié, il devient travailleur non salarié. La rémunération nette de 95 000 euros passe à 74 000 euros. Bon, on est dans un cas où on a optimisé les choses. Ce n'est pas gênant pour lui, puisqu'il était prêt tout à l'heure à réduire encore plus sa rémunération pour optimiser globalement. Donc, on a par contre un coût de rémunération qui diminue plus que proportionnellement, en fait. On a des dividendes bruts qui passent de 100 000 euros à 117 000 euros, en fait. On a un revenu avant impôt qui sera à peu près équivalent, qui est un peu plus faible d'ailleurs. Par contre, on a comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, des schémas complètement différents en matière d'impôt sur le revenu et en matière de cotisation sociale. Alors, au niveau de l'impôt sur les sociétés, là, par contre, ça ne change rien. On a toujours un impôt sur les sociétés qui est au taux de 15% jusqu'à 38 120 euros et après de 26,5. La différence, par contre, c'est que dans ce cas particulier, il va y avoir des cotisations sociales sur les dividendes qui vont se substituer aux prélèvements sociaux. Donc, on va avoir des cotisations sociales supplémentaires alors qu'on avait zéro précédemment. On a 34 000, à la quatrième ligne, on a 34 025 euros de cotisations sociales alors qu'on avait bien entendu zéro lorsqu'on était assimilé salarié. En contrepartie, lorsqu'on va en bas du tableau, l'impôt sur le revenu, à proprement parler, va diminuer puisque tout à l'heure, dans l'impôt sur le revenu, étaient compris les prélèvements sociaux. Et comme on n'a plus de prélèvements sociaux et qu'à la place, on a des cotisations sociales sur les dividendes, on va avoir moins d'impôt sur le revenu. Donc, globalement, on a un revenu immédiat, rémunération plus dividende, qui est de 160 000 euros, qui est du coup un petit peu supérieur à ce qu'on avait tout à l'heure dans le cas où on avait optimisé la rémunération, en fait, mais tout en restant SAS. Là, en changeant de forme juridique et donc de statut social, au lieu de gagner 12 000 euros, on gagne 17 000 euros. Alors, par contre, d'une manière qui peut sembler surprenante, puisque on pense en général que la protection sociale du travailleur non salarié est moins bonne, et notamment ses droits à retraite, ce qui est de moins en moins vrai, puisqu'il y a eu, pour la plupart des travailleurs non salariés, une assimilation, en fait, et notamment les cotisations de retraite et les droits à retraite sont maintenant alignés, en fait. Donc là, on a une diminution des droits à retraite qui est très faible, en fait, 3 000 euros par an, en fait. En revanche, donc, si on reprend le schéma de tout à l'heure, compte tenu de son espérance de vie,
il perdrait en tout, entre l'âge de la retraite et son décès, 58 000 euros. En revanche, on a économisé 17 000 euros, donc beaucoup plus que tout à l'heure, pendant 14 ans. Donc, on économise 246 000 euros et on ne perd que 58 000 euros. Donc, c'est complètement l'inverse de la situation précédente dans laquelle il restait en SASU, en fait, parce qu'il augmente plus sa rémunération immédiate et il diminue moins sa rémunération différée. Donc, on a du coup un avantage, alors que dans le cas précédent, il perdait plus qu'il ne gagnait, en fait. Là, on est dans le cas évident, il gagne plus qu'il ne perd. Dans tous les cas, sans tenir compte, comme je l'ai dit tout à l'heure, des intérêts capitalisés. Donc là, il n'y a pas... il n'y a pas à hésiter, en fait. Il a intérêt à poursuivre plus loin l'éventualité d'un changement de statut et notamment d'étudier ce que nous n'aurons pas le temps d'étudier, la prévoyance, mais là encore, il ne sera pas perdant dans ce cas-là, parce que dans le cas du gérant majoritaire de SARL ou EURL, les dividendes qui sont soumis aux cotisations sociales permettent d'une part de diminuer l'impôt sur les sociétés et d'autre part d'augmenter les droits à retraite. En fait. Donc c'est là-dessus que je voulais insister aujourd'hui, parce qu'il y a quand même des idées reçues en fait qui tendent effectivement à avoir un jugement négatif sur le statut des SARL ou de URL, enfin du statut de travailleur non salarié, le statut de SAS paraissant a priori plus rassurant. Donc mon propos est de dire qu'en fait, il faut étudier dans le détail la situation du chef d'entreprise pour travailler non seulement en fait sur le choix entre salaire et dividende à l'intérieur d'un statut social, assigné salarié ou travailleur non salarié, mais il faut se poser l'ensemble des questions, y compris l'éventualité d'un changement de statut social avec toutes les conséquences que ça a. Alors, mon propos n'était pas non plus de dire qu'il faut absolument, lorsque vous êtes en SAS, passer en SARL ou en EURL. Il y a de nombreux cas où, à l'inverse, le statut de SAS, SASU, dans le cas particulier de l'associé unique, est préférable à celui de SARL ou EURL. Chaque situation est différente. Là, nous avons étudié un exemple, en fait. J'aurais pu vous prendre, mais nous n'avons pas le temps, j'aurais pu vous prendre un autre exemple dans lequel, effectivement, la SAS s'imposait. Donc, c'est tout l'intérêt, effectivement, d'une étude précise d'optimisation de la rémunération, c'est de tenir compte des particularités de l'entreprise, notamment sa capacité à verser une rémunération et des dividendes, et d'autre part, du statut particulier du chef d'entreprise, et notamment de sa situation personnelle, puisqu'effectivement, avec le même exemple, avec un dirigeant qui serait, par exemple, marié avec des enfants, avec d'autres revenus, par exemple des revenus fonciers, des revenus financiers, en fait, et d'autres revenus, par exemple un salaire de conjoint, on aurait des résultats différents, en fait. Donc, il faut étudier à la fois la situation particulière de l'entreprise et la situation particulière du dirigeant. Alors, certains d'entre vous peuvent rester un peu sur leur faim dans la mesure où je n'ai abordé, mais encore une fois, le temps ne nous permet pas de faire plus, je n'ai abordé effectivement que le cas particulier du chef d'entreprise qui est privilégié parce qu'il détient la totalité du capital de son entreprise. Alors, lorsqu'on est chef d'entreprise, dirigeant d'entreprise, et qu'on a des associés ou qu'on est simplement salarié sans être associé,
tout ce que je vous ai dit ne s'applique pas. Je vais aborder quand même rapidement, parce que nous avons déjà dépassé le temps, les autres outils de la rémunération des dirigeants. Je ne vais pas tous les aborder, je vais simplement rappeler que dans les PME, les dirigeants ont droit au dispositif d'épargne salariale lorsque l'effectif est compris entre 1 et 249 salariés. Le chef d'entreprise a droit à l'intéressement, au plan d'épargne salariale, qui sont le PE, le plan d'épargne d'entreprise, et le PERECO, qui est le nouveau plan d'épargne retraite d'entreprise dans le cadre d'épargne salariale, en fait, et la participation. Alors, ces dispositifs d'épargne salariale constituent également des outils de réduction des cotisations sociales sur les rémunérations. Bon, par contre, là, on est dans un cadre beaucoup plus contraignant, puisque le chef d'entreprise là doit faire un choix global qui concerne lui et ses salariés. Alors, dans les autres outils de rémunération des dirigeants, il y a le plan d'épargne retraite. Donc, le plan d'épargne retraite a été créé dans le cadre de la loi Pacte en 2019 pour simplifier et unifier les dispositifs d'épargne retraite. Donc, il y a des plans d'épargne retraite individuels et des plans d'épargne retraite d'entreprise, en fait. Dans tous les cadres, effectivement, avec des modalités différentes selon que le chef d'entreprise est salarié ou non salarié, les dirigeants d'entreprise peuvent se constituer une épargne retraite personnalisée tout en réduisant leur impôt sur le revenu dans le cadre du PER individuel ou l'impôt sur les sociétés de leur entreprise, en fait, dans le cadre d'un plan d'épargne retraite entreprise. Alors, le plan d'épargne retraite entreprise individuel, il remplace les anciens contrats loi Madelin. Il permet aux travailleurs non salariés de se constituer une épargne retraite dans le cadre de l'entreprise, en fait. Par contre, les dirigeants assimilés salariés, notamment les présidents de SAS, peuvent bénéficier d'un plan d'épargne retraite obligatoire. Je ne vais pas entrer dans le détail après du fonctionnement, on va dire, de ces plans d'épargne retraite. La différence entre les plans d'épargne retraite pour les deux catégories de dirigeants, assimilés salariés et les travailleurs non salariés, c'est que les dirigeants assimilés salariés peuvent bénéficier d'entreprise du plan d'épargne retraite obligatoire, PERO, qui remplace les anciens articles 83, mais qui ne permet que de bénéficier d'une rente à la sortie, alors que les dirigeants travailleurs non salariés peuvent maintenant bénéficier, au moment de leur retraite, donc à l'issue du plan d'épargne retraite, d'un versement en capital, dans des conditions aussi qui sont complexes. Voilà. Et les deux catégories de dirigeants ont droit, comme je l'ai dit tout à l'heure, au PERECO, qui est effectivement un plan d'épargne retraite alimenté par l'épargne salariale, d'une part, et par les versements du titulaire. Voilà, donc je vous invite effectivement de nouveau à faire réaliser une étude personnalisée de votre rémunération. Vous pouvez effectivement avoir plus de détails sur le site de CRS Finance Conseil. Je n'ai pas pu, comme je l'ai indiqué au cours de la présentation, aborder tous les cas particuliers, mais effectivement, on va dire une étude personnalisée de votre rémunération est vite rentable parce qu'on a vu dans l'exemple, en fait, que en optimisant à la fois le choix salaire-dividende, en allant jusqu'à se poser toutes les questions, y compris celle de la modification du statut juridique et donc du statut social, l'impact était très élevé. Alors, ce n'est pas toujours le cas, mais il est rare, hein, ça ne m'est d'ailleurs jamais arrivé, qu'une étude de rémunération, quelle que soit la situation du dirigeant, ne soit pas bénéfique. Je vous remercie. Je tenais à vous remercier pour cette matinale. Merci à tous les participants. Je vous remercie pour cette matinale et très bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.